Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Glastotrip, podcast en français et entièrement dédié au festival de Glastonbury. Aujourd'hui, pour cette toute première émission, nous allons choisir un sujet un petit peu original puisqu'on va parler des bénévoles. Vous allez être surpris parce qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir à leur propos. La présence des bénévoles dans le festival, c'est la particularité de Glastonbury. Grâce à ce petit podcast, on va comprendre comment se démarque ce festival des autres. Et puis, en toute fin d'épisode, nous aborderons une news et nous parlerons des têtes d'affiche 2024 et surtout du cas de Madonna. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glastotrip, le podcast. Pour animer ce podcast, avec moi, Roman. Bonjour Roman. Bonjour. Alors, combien de Glasto à ton actif ? Un seul, celui de 2023. Laurent. Salut Laurent. Salut Jérôme, pour ma part, 5 Glastonbury, toutes les éditions depuis 2016, donc 2017, 2019, 2022 et 2023. Bien, et donc moi, Jérôme, 8 à mon actif. Entre 2011 et 2023, j'ai loupé le 2019. Alors, donc on va parler des bénévoles. Et c'est Roman qui a proposé ce sujet, effectivement très intéressant. Mais j'avais envie de te demander, Roman, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler des bénévoles à Glastonbury ? Eh ben, avec le recul de la première édition, c'est vraiment le sujet qui m'a marqué sur Glastonbury. C'est tous ces gens qui sont là et qui représentent vachement le côté associatif associé à ce festival. En plus, c'est des gens qui sont contents d'être là, ça se voit, ils sont de bonne humeur, ils sont prêts à filer un coup de main. Ils aiment bien discuter aussi parce qu'en plus, comme nous, ça s'entend qu'on est français avec notre superbe accent. Ils aiment bien avoir notre ressenti sur le festival et tout ça. Et donc, ça donne une atmosphère qui est ultra bienveillante, je trouve, sur le festival. Et puis, en plus, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant quand on est sur place. Alors c'est vrai qu'ils sont particulièrement présents, ils sont particulièrement nombreux, ils sont particulièrement identifiables parce qu'en général ils ont enfin des uniformes, ils ont au moins des t-shirts qui permettent d'identifier à quelle association ils appartiennent. Donc on les repère assez facilement. Alors justement, en préparant cet épisode, j'ai eu l'idée de préparer un quiz. On va voir si vous avez bien révisé votre Glasto. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'est combien y a-t-il d'entrées payantes à Glastonbury ? De tête, j'aurais dit 130 000 par là. C'est pas mal. Laurent, une idée ? Moi, j'avais en tête 150 000. Alors, c'est moins. En fait, c'est 135 000 payants plus 5 000 places pour le dimanche. C'est les places qui sont réservées aux locaux. Et donc, en fait, la capacité du festival pour la semaine, c'est 140 000 payants. Mais en fait, la capacité du festival, c'est le nombre de personnes qui sont autorisées à rester sur le site. Ça, c'est défini de façon réglementaire avec le conseil de Mendip, l'équivalent du conseil municipal. Et alors, à votre avis, combien, justement, y a-t-il de personnes sur le site ? Sachant donc qu'on a dit qu'il y avait 140 000 payants. Au total, les payants plus les non payants, ça fait combien ? 200 000 ? Ouais, on n'est pas loin. Roman, J'aurais dit à peu près pareil. c'est 210 000. Donc 140 000 payants et 210 000 personnes. Donc ça fait une différence de 70 000. 70 000 non payants. C'est assez impressionnant parce que ça fait donc un non payant pour deux payants. Ça veut dire qu'il y a une personne au service de deux festivaliers, en fait.
Ouais, mais c'est pas que des bénévoles dont tu parles. Non, il n'y a pas que des bénévoles, effectivement. Il y a des gens qui sont payés pour être là. Les principaux qui sont payés et grassement payés, c'est les artistes. Enfin, en tout cas, les plus prestigieux. Et il y a aussi des gens qui travaillent sur les aspects techniques, la sécurité, etc., qui sont payés. Et donc, le nombre de bénévoles, en réalité, on n'en connaît pas le nombre. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé aucune source qui me donnait le nombre de bénévoles présents sur le festival de Glastonbury. Donc on ne sait pas exactement combien il y a de bénévoles, mais on peut en faire une estimation approximative et se dire qu'il y en a environ 10 000 sur les 70 000 non payants. Ça fait quand même 60 000 artistes, techniciens, membres de la sécurité. Par exemple, les stewards qui sont sur les parkings sont des gens qui sont payés. Et de façon générale, il faut se dire que les bénévoles sont tous à l'intérieur du festival. C'est pas les gens qui travaillent à l'extérieur. Donc en fait, les bénévoles sont ultra présents sur le site, on en voit beaucoup. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les mecs de la Recycling Crew, l'équipe qui fait le nettoyage du site. Et Laurent, je crois que tu as une petite anecdote à leur propos. Ouais, tout à fait. Ça m'avait fait marrer, on va dire, au petit matin, en rentrant du coucher de soleil, etc. Il va être à peu près 6 heures. Et au loin, je vois étendue dans l'herbe bah, une jeune fille qui n'a pas réussi à retrouver le chemin de sa tante et qui avait décidé de s'endormir là. Et bah, pour immortaliser ce moment, je commence à prendre une photo avec mon téléphone et c'est là que j'ai vu débarquer un de ces gars d'équipe de nettoyage qui arrivait avec sa perche pour ramasser les déchets pour se mettre dans le cadre de la photo et de faire semblant de ramasser ce déchet humain, entre guillemets, avec un petit sourire malicieux. Et bah voilà, c'était sympa quoi. On a échangé un peu, mais j'étais moi aussi assez fatigué de la journée et de la Donc tu nuit aurais pu te qui faire s'en est ramasser toi suivi. aussi, quoi. Peut-être pas, peut-être une demi-heure plus tard, j'étais bon à ramasser, mais j'ai réussi à retrouver le chemin de ma tante malgré tout. Il y a un autre truc qui est super impressionnant, c'est à l'époque où on était installé à Big Ground, donc en fait c'est le camping qui se trouve pile en face de la pyramide, et donc il y a le champ en contrebas, et le soir quand on va se coucher c'est plein de détritus, et le matin quand on se réveille, sauf si on se réveille vraiment très tôt, et là on voit les mecs en train de travailler, mais sinon, passé 8-9 heures du matin, le champ il est nickel, quoi, c'est impeccable. Ouais, impeccable, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est saisissant de voir aller à 2 heures, 3 heures du matin le champ de bataille que c'est. Bah, surtout dans les éditions, les plus vieilles éditions, où c'était vraiment des amas de déchets sur la pyramide, assez incroyable. On voit jamais ça dans un festival en France. Et, je me souviens que ça m'avait choqué. Dire qu'il rentre du monde là, hein. Ouais, bah, ils rentrent du monde, mais aussi ils rentrent des canettes que les gens ne rentrent pas en France. Il n'y a pas de... Ah oui, il faut préciser que Glastonbury aussi a ça de particulier qu'on peut arriver avec ses propres boissons. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée, c'est pas interdit, et on voit fréquemment des Anglais arriver avec des diables chargés de packs de bière. Il y a 1 mètre ou 2 mètres de haut de packs de bière, quoi. Ouais, il n'y a pas de consigne de gobelets non plus. Je suppose que ça leur Ouais. fait gagner du temps et c'est aussi finalement moins de plastique. C'est des verres enfin des gobelets en carton, Et ça, c'est assez étonnant de généralement. la part de Glastonbury, justement, de ne pas avoir adopté le système des verres recyclés comme on a partout en France maintenant. Eux, ils en sont encore effectivement au gobelet en carton. Par contre, ils ont banni les bouteilles en plastique. Oui, c'est vrai que tu peux acheter de l'eau, mais que en canette. Sinon, faut aller au point d'eau. Après, il y a des points d'eau partout. Et grâce à WaterAid, franchement, tu peux pas mourir de soif, quoi. Ouais, surtout quand c'est la canicule, parce que ça fait quelques années quand même qu'il fait plutôt chaud là-bas. On attend avec impatience une année à pluie, non? Je suis pas pressée Ouais, moi je personnellement. m'en passerais bien. Moi, 2016 m'aura suffi pour tester ça. Ouais, ton premier, un beau baptême. Mais tu parlais
Tu parlais des anciennes années, Laurent, mais moi j'ai été choquée quand même le premier soir où on a fait une grosse scène. J'ai été choquée de l'état vraiment de devant la scène après que tout le monde soit parti. Et je m'attendais pas du tout à retrouver ça nickel le lendemain matin. Ça a vraiment été impressionnant, hein. Pour une première fois, moi ça m'a marqué. Ouais, mais justement, et en fait, ce qui leur permet de faire ça, c'est la force de frappe qu'ils ont, parce que quand on les voit, si on se lève assez tôt le matin, on peut les voir en train de nettoyer l'aréna, et ils sont en rang, enfin alignés, et ils avancent petit à petit. Et en fait, ils sont tellement nombreux que, bah, effectivement, c'est finalement pas une tâche si ardue à accomplir. Mais c'est vraiment justement la force de Glastonbury, c'est d'avoir autant de bénévoles, en particulier dans cette équipe, mais dans les autres aussi, je pense, pour pouvoir faire ça. Et là, on est en train de parler de la scène la plus importante, mais il y a quand même un certain nombre de scènes qui sont relativement grandes, et tout est nettoyé intégralement, hein, partout. Du coup, on parle de tous ces bénévoles, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Et comment ça a commencé en fait? Déjà, le festival était plus petit dans les premières années, et le concept des bénévoles est arrivé avec les associations. Alors aujourd'hui, Glastonbury est adossé à des associations qui sont Greenpeace, Oxfam et WaterAid. Essentiellement, il y a plein d'autres associations qui interviennent dans le festival, mais c'est vraiment les principales. Et en fait, les bénéfices du festival sont reversés à ces associations. Donc, d'une certaine manière, on peut comparer Glastonbury aux Vieilles Charrues. C'est un peu le même système, c'est-à-dire que c'est à but non lucratif. Mais à l'origine, quand Michael Levis a créé le festival, la première édition, il a fait ça tout seul et c'était microscopique, et il s'est pris un four. La deuxième édition, c'était la Glastonbury Fair, qui était un free festival, donc les entrées étaient gratuites. Donc il n'y a pas de notion économique à envisager. Donc là, on est en 71, ça s'arrête pendant un moment. Ils recommencent en 79, ça marche pas à nouveau. Ils perdent énormément d'argent, et en fait, en 81, quand ils reviennent, ils ont l'idée de contacter le CND. Alors le CND, c'est le comité de désarmement nucléaire. Et donc pendant des années, le CND fournissait les fonds pour payer les artistes, enfin payer les acomptes, et ensuite tous les bénéfices repartaient vers le CND. Mais en plus, ça permettait de demander aux membres du CND de venir sur le site et de donner un coup de main. Là encore, on peut faire un parallèle avec les Vieilles Charrues, où il y a toutes les associations des environs de Carhaix qui se pointent et qui tiennent un stand de bière, un stand de bouffe, d'autres qui vont en merch, etc. Mais c'est pratiquement tous des bénévoles. Le principe est exactement le même. La différence, c'est que là, en fait, ils ont changé d'association à la fin des années 80, quand le mur de Berlin est tombé, et que la problématique de l'armement nucléaire devenait moins important, et ils ont choisi d'autres associations, donc les trois que j'ai citées tout à l'heure, avec toujours un petit côté politique, donc Greenpeace, le côté écologique, qui est vraiment ultra développé sur le site. C'est vrai aussi pour WaterAid d'ailleurs. Et Oxfam, un côté social. Michael Levis a toujours été, enfin il n'a jamais caché sa préférence politique pour la gauche. Il a même été candidat, je ne crois pas qu'il ait été élu, mais il a été candidat pour le Parti travailliste. Donc du coup, toutes les associations qui participent récupèrent des fonds à la fin ou pas du tout? Oui, parce que le festival est bénéficiaire. Puis il y a d'autres aspects quand même qui sont importants pour les associations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont présents pour faire la promotion de ces associations. Elles sont pas là juste pour rendre service pour le festival, mais leur présence est militante. Moi, je suis curieuse parce que même en ayant déjà fait une édition, il y a quand même plein de trucs que tu ne vois pas pendant l'édition et c'est toujours intéressant de découvrir comment ça fonctionne sous le capot. Effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger les gens. Tu les croises. Bah, moi, c'est arrivé, par exemple, qu'il y a des gens c'était une personne de Greenpeace qui vient me voir, me solliciter, me suggérer de participer financièrement à aider Greenpeace. Mais en fait, quand j'ai dit que j'étais français, là, on m'a dit ouais non, mais c'est pas possible. En fait, il faut être britannique, machin, etc. Mais la conversation a continué, quoi. Comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, etc. Moi, le premier jour, on s'était tous donné rendez-vous à Bimbelline
entre Français et je savais pas où c'était, donc je suis allée demander à un point information où était le bar, quoi. Et il y avait pas trop de monde, et donc du coup, la personne qui m'a aidée, qui je pense était un retraité et qui du coup était là aussi pour donner un coup de main bénévolement et tout ça. Il a pris le temps de discuter avec moi parce qu'effectivement, il a entendu que j'étais française, donc il m'a demandé si j'étais déjà venue, avec qui j'étais là, est-ce que ça me plaisait pour le moment. Enfin, j'ai trouvé ça vachement chouette aussi de pouvoir discuter avec eux comme si on les connaissait, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont, enfin, ils ont le temps, ils sont tellement nombreux finalement que ils ont le temps aussi de discuter avec les gens, ouais, de tâter un peu le terrain, voir si on a besoin de, pas forcément juste ce qu'on vient demander, mais peut-être autre chose. Ils donnent des conseils aussi assez spontanément. Mais c'est vrai que ça évoque, enfin ça attise toujours la curiosité d'entendre parler des Français. Quand on est là-bas, on a toujours l'impression d'être des extraterrestres, que Glastonbury, c'est le festival anglais, il y a que des Anglais ou des Britanniques. Et d'entendre des Français, surtout quand on leur raconte que c'est la 5e fois qu'on vient, et ils sont un peu, souvent assez étonnés. Ouais. Ouais, mais alors je me pose la question de savoir si s'ils ont le même étonnement, s'ils ont affaire à un Néo-Zélandais ou un Australien, par exemple. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a aussi ce barrage de la langue, en fait, qui ajoute un peu comment dire, à leur étonnement. Ouais, c'est sûr que bah c'est ce qui les fait venir, c'est d'entendre parler français ou notre accent à couper au couteau. Ouais. Et en plus, on peut faire des rencontres avec les bénévoles, n'est-ce pas, Laurent? Ouais, ça peut arriver, ouais. C'est sûr. Ouais, je me souviens notamment d'une année, alors je sais plus laquelle, je dirais 2019, où j'étais en train d'attendre ou de me balader au meeting point qui se trouve toujours d'ailleurs à Williams Green. Et c'est là que j'ai vu débarquer une jolie Irlandaise qui s'appelait Mairead et bah, avec qui on a sympathisé comme ça quelques minutes où elle me racontait bah, son périple pour venir d'Irlande jusqu'à Glastonbury et comment elle avait réussi à avoir une place en tant que bénévole chez Oxfam. Et ouais, ça aurait pu être une rencontre intéressante si on n'avait pas été interrompu par son manager qui lui a rappelé qu'elle n'était pas là pour papillonner et discuter avec les festivaliers, mais Ah ouais, parce qu'il faut travailler. pour remplir une tâche. Et ouais, il faut travailler. Mais en tout cas, ouais, c'était une chouette rencontre. C'est pas juste la fête, hein. Effectivement, les mecs, ils sont obligés quand même d'assurer un service. Ça, c'est la contrainte d'être bénévole. En général, ils ont environ 8 heures de travail à faire tous les jours, à peu près. Alors sur le site de Glastonbury, j'ai regardé, ils disent que c'est au moins 3 shifts de 8 heures. Et que ça peut varier effectivement en fonction des associations et tout ça, quoi. Mais c'est au moins 24 heures de travail sur la durée du festival. Moi, j'ai même vu des assos, parce que j'ai un peu cherché. Il y en a, je crois que ça va jusqu'à 10 heures. Mais peut-être qu'après, il y a, ça, j'ai pas vérifié, il y a peut-être un point légal, genre droit du travail, qui interdit ce que sur la durée totale du festival, par exemple, il dépasse les 30 heures. Donc, il va y avoir des mecs qui vont faire 3 chiffres de 10 heures, et puis il y en a qui vont faire 4 de 8 ou 3 de 8 et 1 de 6, ce genre de truc. Ça, c'est tout à fait possible. Je pense que ça doit être quelque chose de ce genre-là. Mais n'empêche qu'effectivement, si tu bosses 6 heures, à mon avis, c'est largement la moyenne. Enfin, la majorité des gens, ça dépend quand tu bosses, tu peux rater le concert que tu avais vraiment envie de voir, quoi. Enfin, t'es pas maître de ton emploi du temps, quoi. Il y a un autre truc qu'on a oublié sur les non payants, mais qui sont pas des bénévoles, c'est tous les commerçants. Et là, ça diffère énormément de ce qui se passe aux Vieilles Charrues. Aux Vieilles Charrues, tous les stands appartiennent au festival. Et c'est le cas de la majorité des festivals, où en fait, les buvettes, le merch, etc., ça appartient systématiquement au festival. À Glastonbury, tous les stands de bouffe, les boissons, je sais pas trop, il doit y avoir des boissons, enfin des stands de boissons qui appartiennent au festival, mais il y a plein de bars qui sont indépendants, il y a plein de boutiques. Il n'y a pas Ouais, c'est juste du merch. impressionnant. Ouais. Moi, j'ai acheté une paire de baskets l'année dernière. C'est vrai. C'est un peu géré par zone aussi. Bah, j'ai envie de dire que, je sais pas, The Park, ils organisent un peu leur festival, leur bar, etc. Je vais pas parler de Stromerville, c'est vraiment un tout petit truc, mais il y a toutes ces petites zones qui ont leur spécificité et une organisation presque indépendante, Mais j'ai quand tu parles l'impression. de Stromerville, c'est un cas intéressant parce que Stromerville, le nom Stromerville, c'est le nom d'une association.
Et donc, en fait, tout ce que tu trouves là-haut, c'est géré par Stromerville, par l'association, y compris la scène. Alors, l'association, c'est The Joe Strummer Ah, Foundation. je croyais que ça s'appelait Stromerville, cette association. C'est non, c'est JSF, ouais, Joe Strummer Foundation. Alors, tu vois, ça, c'est le truc que tu sais vraiment mieux que moi, là. Ouais, j'y ai passé du temps. Oui, oui. Mais leur bar resto, c'est le leur. Et la scène, c'est eux qui font la programmation. Ils sont complètement indépendants, là. Ouais, ouais, ouais. Et par exemple, l'histoire je sais pas, de The Park, il me semble que c'est une zone qu'a créée Emily Evis. Exact, en 2007. Enfin, je sais pas, j'imagine que bah, chaque zone a son manager, son responsable et qui gère un peu les choses de manière légèrement décentralisée, quoi. Ouais, mais alors là, le cas de The Park, on est dans les scènes qui sont gérées par l'organisation générale. C'est le cas de The Park, c'est le cas de West Halls, Other Stage, Pyramide. Je pense que c'est Et tout. anciennement John Peel Non, aussi, John non? Peel, Woodseas, non, John Peel Woodseas, c'est la il BBC? y a, il y a une équipe à part qui gère ça. Ah d'accord. Et ce que j'ai oublié par contre, c'est Acoustique. Acoustique aussi, c'est une scène générale. Mais Avalon, c'est géré indépendamment. Glade, et en plus, à chaque fois, quand on dit Avalon, il y a deux scènes en fait. Hein. The Glade, il y a deux scènes aussi. Et puis après, il y a toute la zone cirque, théâtre, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et puis la zone sud-est, là aussi, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, ouais, il y a des trucs qui sont gérés par association et il y en a qui font partie de l'organisation générale. Mais c'est tellement, comment dire, c'est pas identifiable, il faut vraiment le savoir. Quand tu passes d'un endroit à l'autre, tu t'en rends pas forcément compte, quoi. On avait parlé un peu des contraintes d'être bénévole et s'il y a autant de bénévoles, c'est qu'il y a forcément des avantages à le faire, je pense. Ouais, évidemment. La première chose, enfin à mon avis, ça dépend des motivations de chacun, mais la première chose, c'est d'avoir sa place pour Glastonbury parce que c'est quand même difficile à avoir. Et donc il y a plein de gens qui n'ont pas eu leur ticket et qui trouvent des moyens d'accéder au festival, soit en travaillant. Il y a des gens qui ont des jobs payés dans les commerces ou des choses comme ça. Et puis autre moyen, donc, c'est d'être bénévole. L'inconvénient de travailler dans un bar ou ce genre de truc-là, c'est que là, les horaires, à mon avis, sont plus restrictifs. Ouais, je sais pas. Tu te souviens du gars à qui on avait parlé à Valonne, là, qui avait l'air aussi de faire des tournées de 3-8, quoi, pendant 4 jours et avoir une journée de libre, si je me souviens bien. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est associatif parce que c'est géré par le site d'Avalon. D'accord, ok. Enfin, après, là, je dis peut-être des conneries, hein, mais c'est peut-être un cas particulier. Je pense que les mecs qui bossent dans les stands de bouffe, par exemple, Ah ouais, ils y sont, là, quoi. ouais. Et donc, tout ce qui est mais remarque, c'est une question intéressante à se poser, c'est quel est le statut des bars à Glastonbury? Est-ce qu'il y a des bars privés? J'en ai aucune idée, à vrai dire. Ah bah t'as le Bread and Roses, ça doit être quelque chose de privé, ils font des concerts à l'intérieur et c'est une franchise assez connue à Londres, Le apparemment. Stonebridge aussi, à mon avis. Et il y a un cas qui est évident, c'est le Cider Bus. Le Cider Bus, effectivement, c'est Cider Bus, quoi. Hmm. Là c'est une bande de potes quoi. Ouais, mais oui, sauf qu'ils produisent. Ils brassent. Enfin, je sais pas comment on dit pour du cidre, Hmm. mais Ils fermentent. oui. Ouais, bah en fait, effectivement, l'avantage d'être bénévole, c'est d'avoir son ticket pour Glastonbury, c'est le principal avantage. Et c'est un peu historiquement le deal, c'est-à-dire que dans les premières années qu'on évoquait tout à l'heure, les gens qui venaient du CND, qui venaient à Glastonbury,
Ils avaient probablement, c'était à mon avis moins corporate avec des horaires fixes, etc. Ils donnaient un coup de main et puis une fois qu'ils avaient fait leur boulot, ils allaient voir un concert, ils s'arrangeaient un peu comme ils voulaient, etc. Maintenant, c'est quand même plus serré au niveau de l'organisation. C'est pas le même volume de gens à gérer aussi. Exactement. Et puis en plus, en fait, il y a des gens qui sont bénévoles pour Greenpeace et qui font pas partie de Greenpeace ou n'importe quelle association. Et donc en fait, postulent et ils ont même des acomptes à payer. Je sais que pour la Recycling Crew, maintenant c'est plus possible de postuler comme ça spontanément. Il faut être coopté. C'est une caste, hein, ce truc. Et en fait, avant, quand on pouvait postuler, il me semble qu'on payait l'acompte, le même acompte que celui qu'on verse au mois de novembre. Et en fait, si on venait pas travailler, ils gardaient les coordonnées bancaires, on était chargé du prix du billet. Parce qu'il y avait des petits malins qui avaient fait ça, qui se portaient volontaires dans l'équipe de recyclage, et puis qui rentraient dans le festival et foutaient jamais le nez au travail, quoi. Donc maintenant, c'est ultra contrôlé. En plus, il y a des assos où en fait les gens postulent un peu à l'aveuglette. Parce que les associations sont présentes sur 3 ou 4 festivals et en fait un jour ils reçoivent un courrier en disant bon, bah, toi t'iras à Isle of Wight et puis après le deuxième t'ira à, je sais pas, à Reading et bah non, bah t'as pas de Glasto, dommage. Et il y a même des associations, faut avoir postulé 2 ou 3 années de suite pour avoir le droit d'aller à Glastonbury. C'est le saint graal pour les bénévoles, hein, en fait. Bah, quand tu vois le nombre de personnes qui essayent d'avoir une place chaque année par rapport au nombre de places qu'il y a effectivement payantes, je pense qu'ils doivent avoir aussi un nombre de candidatures assez impressionnant et qu'ils ont intérêt à faire un système de filtrage parce que de toute façon, ils pourront pas prendre tout le monde, quoi. Ouais, et en plus, il y a des gens, enfin, tous les moyens sont bons pour entrer à Glastonbury, quoi. C'est de la folie. C'est marrant parce que aujourd'hui, là, je voyais l'interview de Michael Evis pour le. Il a été. Enfin, il va Adoubé. être. Ouais, c'est ça, adoubé, promu chevalier de l'ordre britannique ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, dans son interview, on sent un peu le côté cynique où il dit c'est marrant parce que pendant 25 ans, il a fallu que je lutte pour maintenir ce festival, etc. Et puis alors maintenant, voilà, il y a des millions de gens qui veulent venir chaque année, quoi. Donc c'est littéralement des millions de personnes qui tentent de faire partie des 140 000 dont on parlait tout à l'heure. Et une pression énorme, effectivement, et autour du bénévolat, c'est la même chose. Donc je pense qu'une fois que tu es là, que tu as ton billet, que tu as été sélectionné, même pour le bénévolat, je pense que tu es content de, même si tu dois faire des shifts, d'avoir ton billet, quoi. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui sont réellement motivés, qui ont envie parce qu'en particulier, il y a ces personnes dont je parlais tout à l'heure aussi, qui sont là pour essayer de faire s'engager des gens, enfin, qui vont, je sais pas comment on dit, Du militantisme. ouais, c'est ça, voilà, qui sont dans ces aspects-là et puis qui sont aussi là pour ça. Ça leur permet de joindre l'utile à l'agréable. Alors vous, si vous aviez pas votre ticket, vous postuleriez? Est-ce qu'on peut postuler en étant pas de nationalité britannique? Bon, imagine, tu vis en Angleterre, tout va bien, etc. Tu le fais ou tu le fais pas? Je pense que je pense que si j'y étais jamais allée, je me lancerais peut-être pas dans le truc parce que je sais pas ce que je manquerais. Mais maintenant que j'ai fait une édition, je pense que si j'arrivais pas à avoir mon billet, j'essaierais de postuler pour le festival, ouais, sans hésiter à mon avis. Ouais, de toute façon, mort pour mort, le concert que tu voulais voir, tu le verras pas. Donc, si ça tombe mal, tu le verras pas parce que t'as pas le bon shift. Et puis si ça tombe bien, tu le verras, quoi. Et toi, Laurent? Sans hésiter, ouais. Moi, j'avais déjà regardé d'ailleurs, je sais plus, WaterAid ou je sais pas comment, juste par curiosité, comment candidater. Il me semble qu'il faut être britannique. Et si je devais m'incruster dans un groupe, ce serait la Joe Strummer Foundation pour sûr. Ça vous étonnera pas. Non. Et toi, Roman, tiré où?
Moi, tant que je suis pas assignée à l'équipe qui nettoie les toilettes, ça me va. Ah, ça, c'est Waterhead plutôt. Ça, c'est les bénévoles qui sont vraiment. Franchement, je pense qu'on devrait les applaudir à la fin de chaque Ouais, festival. c'est vrai que les chiottes à Glastonbury, c'est quelque chose, hein. Mais c'est vraiment des bénévoles? Ouais, c'est les mecs de Waterhead qui font ça. Ouais, Donc, si punaise. t'as de la chance, tu distribues de l'eau à côté de la pyramide, et si t'as pas de chance, tu nettoies les long drops. Mais à mon avis, ça tourne. En fait, c'est ce qu'il dit Oui, sur j'espère, j'espère. sur les trucs. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle pression qu'il y a même des sites qui sont consacrés entièrement à donner des conseils pour postuler sur les différentes associations qui sont présentes à Glastonbury. Bah, ça m'étonne même pas. Moi, ce qui me ferait hésiter, bon, encore heureusement, ils n'ont pas de francophonie en Angleterre, mais c'est de postuler dans une assoce et de me retrouver dans un autre festival finalement. Ah ouais. Ouais, il y en a, c'est pas mal comme ça. Il y a le cas, par exemple, c'est une association qui gère les entrées. Ça s'appelle Festaf. Et donc, les gens postulent. Et c'est dans ce cas-là, je me rappelle avoir vu ça, où les mecs, en fait, ils savent pas dans quel festival ils vont atterrir. Et d'ailleurs, les 2 premières années, ils n'iront pas à Glastonbury. Ouais, ça se mérite. Ça se mérite, ouais. How do you think your herd of cows are going to react to the sounds of folk and rhythm and blues? They do like the music very much. We have it in the stalls, and that they're used to it. Bon, alors, les news, on a dit qu'on allait parler de tête d'affiche. Alors déjà, au niveau des rumeurs, je sais pas ce que vous avez entendu, vous. Moi, je suis resté sur Madonna, Coldplay, Dua Lipa. Je pense qu'il doit y avoir les bookmakers qui proposent quelques autres noms. J'avais pensé à Blur, mais je sais pas trop ce qu'il faut en penser. Puis je suis pas sûr que Blur finalement ferait une tête d'affiche. Moi, je pense qu'ils seront là, mais je les vois pas non plus forcément en tête d'affiche. Ouais, ils pourraient jouer sur l'Other Stage par exemple. Ouais, ouais, ouais. Je pense que pour eux c'est déjà fait quoi. Ils sont pas à ça près. Si on regarde un peu les sites là, dernièrement, il y a quand même pas mal de noms qui bougent régulièrement, donc je pense que il y a rien qui est vraiment décidé encore. Est-ce que les gens parient selon ce qui est le plus probable ou est-ce que les gens parient selon ce qu'ils ont le plus envie de voir? Ouais, je pense qu'il y a un petit côté affectif des parieurs dans ce cas-là. Est-ce qu'ils ont mis Oasis? J'ai pas vérifié cette année. Non, mais il y a Liam Gallagher ouais, qui est bien parti pour y participer aussi. Alors, je sais pas en tête d'affiche, mais Alors, j'ai regardé hier sur Radio X, il disait que non parce que il avait démenti lui-même sur Twitter ou quelque chose comme ça en disant qu'il y serait pas. Noël ou Liam? Yam. Ah ouais. ah bon, ouais, ça m'étonne. Dua Lipa, je suis assez confiant parce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Je sais plus ce qu'elle a battu comme record ou peut-être fait un nouvel album ou gagné des prix, mais en tout cas, elle a bien fait partie de l'actualité en cette fin d'année. Coldplay, Ah, et Coldplay. je sais pas quoi en penser. Il pourrait y être tous les ans, un peu comme Blur Mais Chris Martin est là chaque année. Oui, Chris il Martin était paraît. là chaque année. Bah, l'année dernière, il était aux Il entrées, est justement. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? ouais, il s'était Ah, foutu c'est aux entrées. génial. Il n'a pas été aussi un moment dans la foule à The Park où c'était une connerie. Moi, Euh, je crois que c'était devant la pyramide. Il y avait une photo, un mec qui l'avait pris en photo devant la pyramide avec un bonnet un peu déguisé pour pas se faire repérer, quoi. Non mais Coldplay, on est d'accord que s'ils sont tête d'affiche en 2024, ça veut dire que c'est la 5e année où ils le sont, si je dis pas de bêtises. Ah, je compte même plus. Je sais plus où on en est là. Et je crois qu'ils sont sur le point de battre le record qui est actuellement détenu par Par Coldplay je et ne- Radiohead. Ouais, et mais je sais pas, moi enfin s'ils l'annoncent comme ça fait un peu aveu de on sait pas qui mettre d'autre à la place, donc on reprend ceux qui ont l'habitude de venir quoi. Je le verrais comme ça moi personnellement.
Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, après, non, parce que c'est quand même un groupe qui attire du monde, que les gens ont envie de voir. C'est vrai que le lien entre Coldplay et le festival de Glastonbury est tellement étroit que ça devient presque un running gag, quoi. Moi, à un moment, j'avais pensé à Springsteen. Je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'il était là il y a 2 ans. Parce qu'il était là il y a 2 ans, ouais. Il est encore dans les listes des bookmakers, hein. Ouais, mais par contre, il faut des filles. Et c'est pour ça qu'on parle de Madonna. Bah, il y a des rumeurs sur Rihanna aussi. Ouais, mais Rihanna chaque année. Et effectivement, Madonna. Et Madonna qui a fait couler un peu d'encre là dans le Daily Mail. Donc a priori la rumeur elle était bien confirmée puisque le Daily Mail a expliqué que finalement le deal était tombé à l'eau. Ouais, j'ai lu ça, ouais. Ouais, voilà. Donc en gros Madonna voulait une somme exorbitante pour faire son show, le show de sa tournée. Ah, d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de la voir durant l'automne. En fait, je me demandais si elle venait à Glastonbury comment adapter ce show-là parce que elle a une scène qui est super longue, tout est chorégraphié au millimètre. Et donc, si elle a pas sa configuration de scène, mais c'est une scène qui fait, je sais pas, 40 mètres de long, quoi. Pas de large, hein, je dis bien de long, de profondeur, quoi. Je vois pas comment elle peut faire son show. Il y a pas un musicien sur scène, c'est que des danseurs. Objectivement, je me disais, mais à Glastonbury, comment ils font, quoi? Après, elle peut peut-être changer son show. Donc, a priori, elle aurait demandé à faire le show qu'elle fait en tournée. Et pour ça, probablement parce qu'elle a des coûts pharaoniques d'exploitation, elle a demandé trop d'argent et il semblerait que ça ne soit pas fait. Maintenant, c'est pas forcément une information fiable, j'en sais rien. Oui, voilà. Est-ce que c'est, même si là, les négociations sont au point mort, est-ce que ça va pas changer d'ici l'annonce des têtes d'affiche? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est quand normalement? C'est quand on Ah, sait c'est en jamais. fin d'année, normalement, en début d'année. En début d'année, voilà. En fait, en général, après les fêtes, quand il y a plus trop d'actu, qu'on parle plus trop du festival, etc., c'est là qu'ils en profitent pour lâcher un nom. Mais d'ailleurs, ce qui n'était pas clair concernant la Madonna dans l'article du Daily Mail, c'est qu'il parlait du Legend Slot du dimanche. Et donc, est-ce qu'ils entendent par Legend Slot l'emplacement que Elton John avait l'année dernière en tête d'affiche le dimanche? Sachant que moi, le dimanche, je me rappelle avoir vu Ed Sheeran et c'est pas un legend slot là. Enfin, c'est pas forcément des artistes légendaires qui sont programmés le dimanche soir. Et en revanche, le dimanche après-midi, il y a le Sunday Tea Time qui est plus du legend. Et est-ce qu'ils avaient prévu de programmer Madonna le dimanche après-midi ou le dimanche soir? J'ai pas bien compris. Ouais, ça me paraît un peu petit comme slot pour Madonna, mais Moi aussi, ça paraît un peu petit parce que le show il est long, hein. il y a bien eu Kylie Minogue. Ouais, il y a eu Kylie Minogue, mais Kylie Hum. Minogue, il y a moins de matière. Il y a moins de matériel. Elle a une jolie carrière, mais bon, c'est pas non plus Madonna, c'est clair. Bah, toi qui as vu Madonna, du coup, là, en fin d'année dernière, ça a duré combien de temps sa performance? Parce que si elle a une scénographie là actuellement qui fait 1 heure et demie, elle va pas pouvoir combler un slot de 2 heures, tu vois. Alors qu'elle peut raccourcir quelque chose d'une Ah heure et non, demie. non, c'était super long. Je saurais pas te dire exactement, mais je suis à peu près sûr que c'était plus de 2 heures. D'accord. Non, il y avait vraiment de quoi faire, hein. Et puis, il y en avait de partout en plus, hein. Il y avait des trucs aériens, des systèmes qui sortaient de sous la scène, ce qui à mon avis est pas possible sur la pyramide. Enfin, des choses assez complexes qui, de mon point de vue, sont ingérables sur la pyramide. Et donc, du coup, ça l'oblige de changer complètement son show. C'est pour ça que et c'est peut-être pour ça que ça coûtait si cher d'ailleurs, parce qu'il fallait créer une scène de toute pièce rien que pour elle. Mais dans ce cas-là, tu fais pas ça le dimanche après-midi, c'est sûr, hein. Bah non, ou alors la scène, elle est là pour les 5 jours, quoi. Ouais, difficile, Parce qu'ils vont compliqué. pas s'amuser à monter toute une scène le dimanche matin pour un show, quoi. Ça me paraît énorme comme logistique. Ouais, ouais. Je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils avaient prévu. Et donc du coup, en fait, Emily Evis, elle voulait programmer 2 filles, au moins, c'est pas 3. Donc là, Madonna, Dua Lipa, ça le faisait, mais si on n'a pas Madonna, a priori, il nous faut une tête d'affiche féminine. Donc tu parlais de Rihanna. Oui, il y avait Rihanna, mais je crois qu'elle a pas encore sorti de nouvel album. Il y avait eu beaucoup de rumeurs sur
Taylor Swift, mais je crois que niveau date, ça colle pas parce qu'il me semble qu'elle est à Lyon la semaine de Glastonbury. Donc faudrait voir qui en femme serait apte à prendre ce rôle-là. C'est difficile, hein. Alors après, peut-être que là où on pêche par ignorance, c'est dans les artistes hip-hop. Il y a peut-être une fille qui peut faire le truc là. Mais moi, objectivement, j'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet. Eh ben on verra peut-être le verdict bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode de Glastotrip, le podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Glastotrip pour échanger avec nous et faire vos retours sur ce tout premier épisode. Merci à tous, salut. Salut! Salut!